Moi, je pense que je suis devenue féministe à la messe. Parce que je voyais que les filles, finalement, c'était pas très rigolo. On n'avait pas le droit d'être enfant de chœur, on n'avait pas le droit de monter en chaire, de dire la messe, etc. Et moi, je ne comprenais absolument pas pourquoi. Pour moi, c'était inexplicable. Et donc, j'ai commencé vraiment à me questionner sur qu'est-ce que c'est que Dieu, que cette structure religieuse, plus précisément, qui donne le deuxième rôle aux femmes. Mais pourquoi? J'ai 18 ans. En mai 68, j'ai pris... ouais, je n'avais pas encore 19 ans. Et c'est vrai, on est devenu, enfin moi, incontrôlable. Et puis je pense que beaucoup de gens sont devenus incontrôlables. C'est-à-dire on ne pouvait plus nous faire ce qu'on ne voulait pas. Et donc avec mon père, c'est la première fois qu'un jour je faisais la vaisselle, il est arrivé derrière moi, il m'a donné une petite tape sur les fesses. Mais vraiment un truc très bête. Je me suis retournée en disant non. Et alors il dit, quoi? Je suis ton père, j'ai le droit de te toucher. Et moi j'ai dit non. Et alors j'étais tellement bouleversée moi-même d'avoir réagi comme ça que voilà, c'était ça mes 68. Hein. Tout d'un coup, on a le courage de dire non. On ne résiste pas à cette espèce de vent qui souffle. Si c'est un vent de... moi, je dirais que mai 68 a été une initiation collective. On voulait changer la vie. Tous ceux qui sont partis en Inde, qui ont voulu vivre autrement, ben, ça, c'est l'initiation de mai 68. Et donc, j'étais déjà mûre, enfin, disons, j'avais été déjà pétrie comme une pâte, hein, moi je pense. Tout ça, ça nous remue, enfin, ça nous sort du cadre familial, ça nous sort de ce qu'on a appris à l'école, de ce qu'on a appris dans les familles, etc. Et donc, c'est la pâte humaine qui est brassée par ces événements-là. Et donc, quand le MLF est arrivé, en fait, le MLF est arrivé, c'est un bien grand mot, parce que moi, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. Quand j'ai réussi à trouver que l'existence du MLF, alors là, j'étais prête. J'étais prête à vivre ma vraie révolution, parce que la révolution de mai 68, je dirais, c'était pas ma vraie révolution, parce que je n'étais pas concernée en tant que femme. Ça, c'est mes manuscrits. Hein. Donc, les avant-gardes, qui est là. C'est des livres aussi qui n'ont pas tous été publiés, hein, qui sont pas... Donc là, c'est celui sur Pont-l'Évêque pendant l'occupation. Là, c'est Simone de Beauvoir, unique et double. C'est mon manuscrit, tu vois. Donc là, il n'est pas publié encore. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est Qu'est-ce qu'une femme désire? Ça, tu vois, bon, bref, j'ai plusieurs manuscrits, des livres, tu vois.
apparaître. Tiens, j'en ai encore un autre livre là sur le camp de Vittel. Je t'en ai pas parlé, mais c'est encore un autre livre. Bon, ça c'est le premier étage. Deuxième étage. Alors, le deuxième étage, ce sont mes dossiers. Alors, ce sont essentiellement des dossiers artistiques qui sont là. Hein. Donc, ici, quand j'ai fait la tournée des musées, j'ai photographié toutes les œuvres de femmes dans tous les musées en France. Hein. Donc, j'ai ici, là, donc j'ai toutes les œuvres. Donc ça, c'est par exemple, c'est le centre, ça c'est le nord de la France. Bon, j'ai d'autres dossiers, c'est les œuvres du XVIIIe siècle qui sont classées par ordre alphabétique. Donc tout ça, c'est ma documentation. Hein. Et à partir de là, je fais des livres après. Hein. Bon, ensuite, tout ça, c'est les dossiers, là, c'est Louise Bourgeois, Camille Claudel, la sculpture, ça c'est le XXe siècle, etc. Quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait rien. Et, en général, quand les historiens commencent à faire leur travail, ils font une bibliographie. Hein. Moi, ma bibliographie, c'était vite fait. Hein. Et finalement, c'est pas plus mal parce que j'étais obligée de chercher la porte. Par où rentrer dans cette histoire? C'était un gros bloc de silence pour moi. C'était vraiment un... Même, on pourrait même dire, il n'y avait aucune lumière. Je ne savais pas par où rentrer. Et donc, j'ai trouvé la porte en ayant l'idée de chercher la définition du mot homosexuel, d'abord. Et ce mot me renvoyait au mot tribade. Et je me suis rendu compte que jusqu'au XIXe siècle, c'était le mot tribade qui était utilisé pour parler de ce qu'on... même pas des homosexuels, des lesbiennes non plus. Donc des femmes qui avaient des liaisons sexuelles avec d'autres femmes. Tribade. Donc j'avais déjà, disons, le mot de l'énigme. Mais ça ne suffisait pas parce que ça ne me donnait pas une bibliographie, hein, ça ne me donnait pas des références. Donc je suis allée voir les dictionnaires, parce que moi j'adore les dictionnaires. Et ça, j'ai fait comme Monique, qui avait commencé les guerrières avec les dictionnaires. Hein. Elle m'avait montré Jeanne Hachette et tout ça. Et elle s'était inspirée de ces femmes guerrières pour écrire son livre. Donc je suis allée voir et je me suis rendu compte que la définition changeait pratiquement à chaque dictionnaire. Le Richelet, le dictionnaire Richelet de 1680, hein, XVIIe siècle. Donc tribade, mot qui vient du grec, c'est celle qui s'accouple avec une autre personne de son sexe et qui contrefait l'homme. Bon, alors là, j'avais quand même deux directions. Donc, la question du grec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tribade en grec, tribain? Donc, je me rends compte que ça veut dire frotter, s'entrefrotter. Donc, c'est là où j'ai consacré tout un chapitre. Pourquoi est-ce qu'on définit les femmes comme des tribades? À quelle question ça répond? Ça répond à la question comment peuvent-elles jouir sans homme? Puisqu'elles n'ont pas de pénis. Hein. Et donc, eh bien, elles jouissent, elles se frottent, elles s'entrefrottent. Donc, c'est le mot de l'énigme. Hein. Donc, elles sont définies en fonction d'un mode de jouissance. Fantasmé par l'homme, bien entendu, parce que on sait très bien que le registre de la jouissance est beaucoup plus étendu. Et la deuxième piste, c'était femme qui contrefait l'homme. Donc, contrefaire, ça veut dire imiter l'homme. Donc, ça voulait dire qu'elles étaient positionnées par rapport à la référence masculine, hein, qui est le modèle. Et la femme, c'est la contrefaçon. Surtout la lesbienne, c'est la contrefaçon, parce que le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas d'homme? Il n'y a rien.
D'autres dictionnaires me renvoyaient à propos de contrefaçon à l'histoire de femmes qui s'étaient habillées en homme, qui ont contrefait l'homme. Montaigne raconte que lors de son voyage en Italie, il est allé dans un petit village qui s'appelle à côté de Romorantin. Là, il apprend que des filles étaient parties vivre leur vie de par le monde, s'étaient habillées en hommes et pour vivre leur vie de par le monde, mais qu'il y en avait une qui s'était mariée à une autre femme, qui avait été reconnue par quelqu'un de son village, qui avait été jugée et pendue. Donc, autrement dit, la répression qui vise les femmes, ce n'est pas une répression strictement sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas brûler les femmes qui s'aiment parce qu'elles ont des relations sexuelles, mais parce qu'elles ont un statut masculin dans la société. Elles veulent jouir d'un statut masculin. Et donc, c'est toute la différence, et ça va être une des grandes orientations de ma recherche, la question du vêtement. L'habit fait le moine, c'est-à-dire la mise en ordre de la société selon les sexes, elle se fait avec le costume, les apparences. C'est l'habit fait la femme, l'habit fait l'homme, l'habit fait le moine. Le préfet de police va rééditer l'ordonnance du 16 Brumaire en 9, laquelle ordonnance défend formellement aux femmes, hors le temps du carnaval, de s'habiller en homme sans une autorisation du préfet de police. 2 contraventions de ce genre relevées dans l'année contre la même personne seront jugées par le tribunal correctionnel qui doit appliquer l'amende et l'emprisonnement. C'était l'ordre social qui était menacé par les femmes qui s'habillaient en hommes. C'est très intéressant de voir ça quand même, parce que ça montre qu'en fait, l'ordre social est très fragile. S'il faut obliger les femmes à s'habiller en femmes pour que l'ordre soit maintenu, c'est quand même, ça pose quand même beaucoup de questions. Il fallait que les femmes restent à leur place, parce que en fait, elles apportaient beaucoup, je veux dire, à l'homme. Donc, elles se sont toujours données, c'est elles qui élevaient les enfants, qui aimaient les hommes, qui les soignaient. Donc, on a besoin de ça. La femme nourricière, les sociétés ont besoin que ce travail soit fait gratuitement et qu'on déclare que c'est naturel, que c'est comme si on avait un gène de la vaisselle. J'allais souvent à la librairie Maspero à Saint-Michel. Là, c'était le rendez-vous de toute l'extrême gauche et il y avait des tas de journaux. Et un jour, j'ouvre l'Idiot Liberté et je vois Le Torchon brûle à l'intérieur. Et puis, quand j'ai lu Le Torchon brûle, évidemment, j'ai été complètement bouleversée. Et comme elle disait, je me souviens plus où exactement, qu'il y avait des AG aux Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, le mercredi tous les 15 jours. Et donc j'ai dit, bon, je vais y aller. Et c'était au mois de février que j'ai décidé d'y aller. Donc j'ai pris mon Solex et je suis descendue aux Beaux-Arts pour faire ma première participation au MLF. Or, quand je suis arrivée, justement, elles n'étaient pas là. Elles étaient parties boycotter une conférence du professeur Lejeune à l'Institut catholique. Je ne sais pas si tu te rends compte, l'Institut catholique, quand même, c'était un lieu pour moi très fort. C'était toute mon enfance. Et ça ressemblait à la pension, enfin, c'était incroyable. Donc, je suis rentrée. Je suis arrivée au moment où c'était le grand
elles étaient debout. Anna venait de lancer du mou de veau sur la table du professeur Lejeune en disant mais notre ventre, c'est pas une voiture, parce qu'il avait comparé le ventre des femmes à une voiture. On est responsable des passagers de la voiture, donc on ne doit pas avorter. Et alors Anna s'était levée, elles avaient lancé du mou de veau sur la table, tout le monde était en train de chanter. Donc je suis arrivée à ce moment-là. J'étais complètement sidérée. C'était très impressionnant parce que c'était le moment où il fallait que je fasse un choix. En plus de ça, je trouvais qu'elles étaient très, très culottées parce qu'elles mettaient des autocollants sur les seins des statues dans la cour de l'Institut catholique. J'étais donc en bleu marine, je me souviens très bien, j'avais mis mon petit pull bleu marine, mon petit pantalon bleu marine, enfin, j'étais tout à fait, enfin, comme si j'étais en uniforme de la pension. Et donc, je suis sortie avec elles chantaient dans la rue. Je me souviens, elles avaient des peaux de bêtes, tu sais, c'était la mode des peaux de mouton, tu sais, avec des sabots. Elles portaient des sabots de toutes les couleurs. Enfin, c'était vraiment très, très impressionnant pour moi. Et heureusement, il y a une femme qui m'a adressé la parole et qui a vu tout de suite que j'étais une nouvelle. Donc, il m'a dit, bah, viens, on va boire un café au Saint-Claude. Et donc, je les ai accompagnés. Et puis, j'ai su qu'elle s'appelait Monique Wittig. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu es? J'ai dit, je suis au lycée Claude Monet. Et c'est comme ça, donc, j'ai eu mon premier contact avec le MNF. On va essayer. De toute façon, on va toujours plus parler. De près, nous ne ferons plus d'enfants. Non, 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 non. Pour faire de la chair à canon. Non, 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 non. Ça retirera la production. Oh non. Et vive la contraception. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. C'est bon de ne plus avoir un bonhomme sur notre dos. Plus jamais nous n'aurons d'enfants. Non, 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 tant que nous les élèverons. Non, 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 plus jamais nous ne quitterons. Oh non, votre cuisine et votre lit. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Youpi! J'entendais beaucoup parler des réunions d'Antoinette. Donc, j'arrive rue des Saints-Pères, donc à la réunion de psychanalyse et politique, et on n'était que 3 filles arrivées à l'heure. Donc, vous vous imaginez, c'est une pièce pratiquement vide. Et donc, il fallait s'asseoir par terre. Donc, moi, je m'assieds par terre et puis j'attends. Puis on était 3 là, comme ça, on attendait que ça commence. Puis il y avait des filles qui traversaient la pièce, et puis qui revenaient, et puis qui retraversaient la pièce. On ne savait pas très bien ce qui se passait. Et puis au bout d'au moins une demi-heure, une demi-heure, 3/4, on nous dit ben voilà, eh bien ce soir, il y a les homosexuels qui ont décidé de se réunir ailleurs chez Monique Wittig. Donc on va commencer la réunion plus tard. Je dis ah bon? Je dis, ah ben j'y vais. Et alors c'est comme ça que je ne suis jamais allée aux réunions d'Antoinette. Enfin si, j'y suis allée 1 ou 2 fois, mais j'ai raté la grande rencontre avec les réunions d'Antoinette grâce à Monique. Et ce soir-là, donc il y avait toutes les homosexuelles chez Monique Wittig qui habitaient dans le 13e arrondissement. Et alors, bon, j'étais toujours une nouvelle là-dedans. Donc, et ce qui m'a frappé quand je suis arrivée chez Monique, c'était sur la porte, c'était marqué « Female Only ». Et je rentre, et donc il y avait la cuisine, et puis dans la pièce du fond, c'était une grande pièce avec un parquet en blanc, peint en blanc. Et il y avait un grand hamac dans sa pièce. Et la pièce était assez grande, et elle était remplie de femmes.
Et alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'émotion que c'est de se retrouver avec des homosexuels ouvertement, et qui pour la première fois vont raconter leur vie, vont raconter ce qu'ils ont vécu. Alors elles disent, prends ton temps, considère cette nouvelle espèce qui cherche un nouveau langage. Un grand vent balaye la terre. Le soleil va se lever. Les oiseaux ne chantent pas encore. Les couleurs lilas et violet du ciel s'éclaircissent. Elles disent, par quoi vas-tu commencer? C'est très fort. Et alors, pourquoi vous avez commencé en fait? Par quoi on a commencé? Ah, bonne question. On a commencé par former un collectif de femmes, un noyau, un nouveau noyau. Un noyau, je pourrais dire, une nouvelle référence, c'est-à-dire un lieu de vie, un lieu où on était heureuse, un lieu qui devenait une nouvelle référence. C'est ça le MLF. Le chaudron des sorcières. Et à partir de là, à partir de là, c'est l'histoire. J'ai oublié mon crayon. Donc, 29 Brumaire en 2, donc 1793, 1 novembre 1793. En peu de temps, le tribunal révolutionnaire vient de donner aux femmes un grand exemple qui ne sera sans doute pas perdu pour elles, car la justice, toujours impartiale, place sans cesse la leçon à côté de la sévérité. Marie-Antoinette, élevée dans une cour perfide et ambitieuse, apporta en France les vices de sa famille. Elle fut mauvaise mère, épouse débauchée. Son nom sera à jamais en horreur à la postérité. Olympe de Gouges, née avec une imagination exaltée, prit son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulut être homme d'État, et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. La femme Roland, bel esprit, à grands projets, philosophe à petits billets, reine d'un moment, entourée d'écrivains mercenaires à qui elle donnait des soupers. Le désir d'être savante la conduisit à l'oubli des vertus de son sexe, et cet oubli toujours dangereux finit par la faire périr sur l'échafaud. Donc c'est clair que la reine, donc épouse débauchée, etc. Ensuite, Olympe de Gouges, c'est elle qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc c'est la première à avoir attiré l'attention sur le fait que les femmes n'avaient pas les droits politiques. Elle voulut être homme d'État. Les vertus qui conviennent à son sexe. Et la femme Roland, donc, elle a le désir d'être savante. Donc on voit ce qui est interdit aux femmes. Être homme d'État et la connaissance. Et le sexe féminin, donc les vertueuses vestales républicaines, celles qui entretiennent le feu sacré. Donc les femmes donc, sont vouées maintenant au mariage et à la procréation, sont les vertus de leur sexe.
Marie-Antoinette, c'est aussi quelqu'un d'important. Et elle a eu des amis. Donc il y a eu la princesse de Lamballe. Et après, il y a eu Madame de Polignac qui a évincé la princesse de Lamballe. Et elles se sont écrites des lettres. On a beaucoup fantasmé sur les relations de Marie-Antoinette et de Madame de Polignac et de Madame de Lamballe. Et au point de dire qu'elles avaient une relation sexuelle. Quand Madame de Lamballe a été tuée, donc en 1792, en septembre 92, au moment des massacres de septembre, il y a eu un acharnement sur son corps. On lui a d'abord coupé la tête, on lui a enlevé les organes génitaux, et ils ont mis la tête de Madame de Lamballe sur une pique et ils l'ont promenée sous les fenêtres de Marie-Antoinette. Ça, c'est d'une violence terrifiante. Terrifiante. Tant que je regarde ce que c'est que... Hop là. « 1876, c'est la Troisième République, le début des combats des féministes pour les droits. Et c'est Pierre Larousse qui définit ainsi le mot tribade. Femme dont le clitoris a pris un développement exagéré et qui abuse de son sexe. Lorsque soit naturellement, soit par suite de maladie, le clitoris présente des dimensions excessives. Il faut faire la résection de cet organe. Pour cela, on n'emploiera ni la ligature qui peut enflammer toutes les parties adjacentes à cause de leur vive sensibilité, ni le feu qui est un moyen cruel et susceptible de développer les mêmes accidents, mais bien le tranchant du bistouri ou des ciseaux. La malade étant placée comme pour l'opération de la taille, le chirurgien tient l'organe de la main gauche et coupe de la droite la portion qu'il croit devoir retrancher. Donc c'est pour montrer les errances de la science et en même temps la croyance dans une cause anatomique. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, il faut absolument trouver la cause. Beaucoup plus tard, on cherchera la cause dans le cerveau, dans les gènes. Parce que si on peut les guérir, c'est merveilleux. Il y a quand même un désir général et qui existe depuis très longtemps de guérir les anormaux, enfin que tout le monde fonctionne de la même façon. Ça évitera aux hétérosexuels de se questionner sur leurs propres désirs, hein, parce qu'en fait c'est ça. Moi je crois que l'homosexualité, ça sert à éviter l'hétérosexualité d'être dogmatique. Bonjour commissaire. Bonjour Madame Comment Bonnet. allez-vous? Ça va? Dites-moi, je peux regarder les dictionnaires là? Oui, d'accord. Regardez, je vous en prie, 17 000 ouvrages dans notre bibliothèque, mais pas de possibilité de prêt. D'accord. Je vous dis pas ce que je cherche. Hein, Non. Ah, Cherchez ce que vous il voulez. faut rester un peu discret. Hein. Tribade, femme qui a des goûts contre nature. Dans quelle année ça? 1935. Tout va bien. À l'époque, on avait besoin d'enfants pour construire les morts de la guerre de 14-18. Hein. C'est ça. Et oui, les premières lois anti-avortement 1920. Hein. C'est pas par hasard qu'elles ont été prises 2 ans après le charnier de 14-18. Hein. Tout s'explique. Vous êtes demandé à quoi servent des vieilles femmes comme nous? Ah non? Non, c'est Non, pas non. demandé.
Des vieilles femmes, c'est des Ben, rats. des vieilles femmes dont les ovaires ne fonctionnent plus. Ouais, ouais. Vous savez à quoi on sert? Non. La fête de l'anthropologie, vous voyez ce qui se passe dans les communautés africaines. On sert à transmettre la mémoire. Vous voulez dire que les femmes Service de la mémoire et des affaires culturelles, bonjour. toute ma révolte, je veux dire, elle a pris corps aussi dans cette recherche. C'est certain. J'avais une révolte spontanée, disons. Un sens de la justice. Et quel lien il y avait justement entre ce que tu vivais toi à ce moment-là, dans ta vie militante, et ce que tu... Ah non, c'est ce que j'avais vécu. C'est tout ce que j'avais subi dans mon enfance. La normalisation, l'essai de normalisation. C'était intolérable. J'étais une petite fille différente des autres. Bon, et alors, tout l'objectif de ma mère, c'était de me faire rentrer dans le rang. Et c'était une souffrance terrible parce que je ne savais pas qui j'étais. En fait, je ne savais pas que j'avais le droit d'être différente des autres. Donc, j'étais écrasée au niveau de ma sensibilité. En même temps, il y avait le pulsionnel qui était là, le désir de me réaliser. Donc, ça a créé des conflits énormes, bien entendu. Et c'était une grande souffrance. Ça, c'était à Sanguinet. C'est le premier camp international de lesbiennes qu'on a organisé. Donc, c'était nous, les Françaises, qui étions les organisatrices. Et c'était en 1975, en été, au mois de juillet. Et alors, aucune des filles voulait donner son nom pour avoir la responsabilité du camp, tu sais. Pour la police, fallait donner son nom. Alors, c'est moi qui ai donné mon nom parce que j'étais pas prof et donc ça pouvait aller. Mais ça a été quand même assez éprouvant hein, parce que, bon, forcément, il y a des mecs qui ont voulu rentrer, donc on avait mis un fil tout autour. Et c'était drôle parce que c'était un tout petit fil, mais c'était notre propriété. Et alors, ils n'avaient pas le droit d'entrer et ils respectaient le fil. Donc, c'est avec Christiane. Comme mes parents étaient en vacances en Bretagne, j'étais très fière d'aller leur présenter Christiane. Mais alors ma mère, je peux dire que de voir débarquer d'abord une femme, ensuite une Allemande, alors là, c'était pas évident pour elle du tout. Hein. Donc ça, c'est une photo que mon père a prise devant les fleurs. Lui, mon père, il n'avait aucun préjugé, donc ça allait très bien. C'était ma mère. Hein. Ça a été dur à passer. Hein. Je crois même que c'est pas passé. Hein, parce que les Allemands ne pouvaient pas les voir en peinture. Forcément, il y en avait partout sous l'occupation, à Pont-l'Évêque. Alors, donc, là, il y a ma mère qui sourit quand même. Christiane et moi. Et on était donc allés visiter un château, je pense, en Bretagne. Quand même, ils t'ont accueilli avec elle et ils t'ont pas exclu non plus, quoi. Ah bah heureusement. Dis donc, j'étais pas une criminelle. Hein. Enfin, quand même, c'est la moindre des choses. Ça existe dans pas mal de familles, quoi. Bah oui, mais enfin, il faut quand même pas exagérer. Là, ça aurait été très grave, ça. Franchement. Ma mère savait que j'étais lesbienne. Je l'avais assez clamé sur les toits depuis plusieurs années. Mais elle a été mise devant la réalité, c'est-à-dire devant une personne concrète. Et ça, c'était parce que ça soit en pensée comme ça, elles sont fichées. Hein. Mais quand elle voit vraiment arriver la femme en question, là, c'est autre chose. Ça devient vraiment une réalité physique. Ah ben mon père, lui, il n'a aucun préjugé. De toute façon, il avait déjà rencontré des homosexuels dans sa vie, en particulier en Allemagne, justement. C'est vrai, il avait été sauvé par un Allemand pendant la guerre.
il avait été envoyé au STO, tu sais, et en 1943, il était tombé malade. Donc, il a dû être opéré. Et le chirurgien qui l'a opéré était tombé amoureux de lui. Et donc, il l'a renvoyé en convalescence en France, en lui faisant promettre de revenir en Allemagne. Évidemment, mon père n'est pas revenu. Mais qui c'est qui est revenu? C'est sa fille. C'est là où on se rend compte que le langage est très important. Parce que quand les mots sont justes, ils ont un impact 10 fois plus important que l'acte. Le torchon brûle, par exemple, c'est un titre extraordinaire. Tout le monde comprend. On n'a pas besoin d'expliquer. Le phare, c'est pareil, c'est un très beau mot. Mouvement de libération des femmes, tout ça, ça fait écho en soi-même dans des profondeurs qu'on ne connaît pas. Et c'est à ça que sert le langage. Le langage, il libère aussi. Les Gouines rouges étaient aussi très bien nommés parce que des Gouines révolutionnaires, le Gouine, c'est comme salope en réalité, on les associe toutes les deux. Les deux mots. Moi, personnellement, j'étais modérément pour. J'ai même écrit que je ne me reconnaissais pas du tout dans le mot Gouine. Mais pourquoi pas, si c'est pour un peu jeter la confusion dans les cerveaux bien organisés, finalement, ça ne fait pas de mal. Et vous faisiez quoi comme action, par exemple? Avec les Gouines rouges? Ouais. Ah bah, par exemple, quand on est monté sur la scène au tribunal de dénonciation des crimes contre les femmes. Oui, alors raconte-nous justement cette... Le dernier jour, le samedi soir. Bon, alors donc, le tribunal de dénonciation des crimes contre les femmes, c'était au mois de 72, juin 72. Et chaque groupe avait un moment déterminé pendant les 2 jours, samedi, dimanche. Donc, on avait des plages horaires. Et nous, les Gouines rouges, on est tombés sur le samedi soir, la dernière plage horaire. Bon, alors, il fallait qu'on prévoie une intervention donc d'1 heure à la mutualité, la grande salle de la mutualité. Bon, alors, on n'avait pas beaucoup d'idées, je dois dire, parce que pour se représenter, parce qu'il fallait qu'on fasse une représentation. Donc, comme d'habitude, c'est moi qui me retrouve avec les trucs sur les bras. Et donc, j'écris un texte, un tract, avec une copine qui était linguiste, donc c'était très très sympa. Femmes qui refusons les rôles d'épouse et de mère, l'heure est venue où du fond du silence, il nous faut parler. Tu vois, ça c'est déjà toute ma problématique. Femmes qui refusons les rôles d'épouse et de mère, du fond du silence, il nous faut parler. Bon. Ça commençait comme ça. Et donc, il y avait une ambiance à la mutualité, je ne vous dis pas, parce que c'était la première fois que des femmes organisaient une mutualité. Donc, interdiction de l'entrée aux hommes. Bon. Et on arrive le samedi soir, c'est les Gouines rouges qui doivent monter sur la scène. On doit... Alors, panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, ok. On avait le tract. Donc j'ai pris le tract, ma guitare, j'avais préparé les paroles de l'hymne des femmes là, un grand texte, et puis hop, on monte sur la scène. Et puis donc il y avait Monique, elle était là, Monique Wittig, Christine Elfi, enfin il y avait toutes les comment est-ce que je pourrais dire, l'armada, l'invincible armada là. Et donc, à un moment donné, il y a Cathy, on dit sur la scène, dans le micro, on demande aux homosexuels de monter sur la scène. Alors, il y a des filles qui arrivent, tu vois, puis bientôt la scène est... Puis il y en a qui disent, on refuse de monter sur la scène, on ne veut pas d'étiquette. Je dis, bon, c'est bien, ça commence bien. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, c'était vraiment l'improvisation, le happening. J'ai dit, bon, écoute, je vais lire le tract qu'on a fait. Alors, je prends le micro et je commence à lire le tract. Alors, tu imagines, moi, ça a été mon coming out. Je prends le micro, donc je lis le tract, et puis, comme j'avais pris ma guitare, je dis, bon, on va chanter. Et alors, on commence à chanter à bas l'ordre bourgeois et l'hymne des femmes.
toutes les filles qui se lèvent et qui se mettent à chanter et à danser. Alors là, l'ambiance, ça commençait à y aller. Et après, Cathy prend le micro et dit, elle fait comme ça, elle dit, bon, alors voilà, on est là. Vous êtes en bas, nous, on est sur la scène, on est des homosexuels, et alors, qu'est-ce que vous allez faire de nous ? Et alors, c'est comme ça qu'il y a un débat extraordinaire qui a pris naissance sur le thème de l'homosexualité dans le mouvement, avec Anna qui disait oui, pour moi, l'homosexualité, c'est un choix politique. Il y en a d'autres qui disaient non, 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 pour nous, c'est pas un choix politique, etc. Et donc, il y a eu un débat comme jamais on en avait eu. Ensuite, j'ai repris la guitare. On s'est mis à chanter, à danser. Alors là, il y avait une ambiance. C'est ça la fusion. Tu vois, c'est des moments de fusion extraordinaires où tout le monde dansait avec tout le monde, tu vois. Et après, donc, on s'est quittés, on est rentré chez soi, puis le lendemain, on est revenu à la mutualité. Voilà, ça, c'est une de nos actions mémorables, absolument mémorables. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. J'avais compris que la seule façon que je pouvais m'intégrer, c'était avec ma guitare. Donc, on a fondé un groupe musique. Moi, j'ai composé une chanson, mais elle n'est pas terrible. Un jour, je m'étais engueulée avec mon père, justement, ce soir-là, que je l'ai faite. À bas l'ordre bourgeois, tu sais. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal. À bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Nous les queens, les lesbiennes, les vicieuses, les infâmes, nous aimons d'autres femmes, nous briserons nos chaînes. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Étouffés dès l'enfance, murés dans le silence, amis n'ayons plus peur, rencontrons d'autres sœurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai des copines qui m'ont dit qu'il y avait une dame assez âgée qui voulait fonder un groupe de sorcières. J'ai dit, ah, ben c'est parfait. Donc, on s'est retrouvés au Glyphe. Donc, Charlotte était là avec son amie Marie-Joseph, donc une femme effectivement beaucoup plus âgée que nous, hein, qui avait à l'époque une 60aine d'années, mais pour nous, ça nous paraissait énorme. Et voilà, elle dit, bon, bah, écoutez, si vous voulez, on va se réunir une fois par semaine pour faire un groupe de sorcières. Donc, c'était le mot sorcière. Donc, tout le monde était enchanté de faire un groupe sorcière. Et on s'est retrouvés le dimanche suivant et il nous a proposé de faire une méditation. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et on était grosso modo moitié de lesbiennes, moitié d'hétéros, hein, mais c'était complètement... ça n'avait plus aucune importance, hein, puisqu'on faisait une recherche sur soi. Et sur ce que disait Charlotte, c'est sur la psyché des femmes. Elle pensait qu'en explorant la psyché des femmes, on allait découvrir les motivations de la révolte. J'avais la chance de trouver dans Charlotte Canmis une femme qui était d'abord peintre, poète, féministe, radicale, une femme libre comme jamais j'en avais rencontré à ce point-là. Et surtout, et peut-être le plus important, c'est une femme douée d'une capacité d'amour pour le potentiel. C'est-à-dire elle était capable de voir dans l'autre son potentiel et de l'aider à sortir, à s'assumer. Et pour moi, ça a été fondamental parce qu'elle a vu mon potentiel, elle a cru en moi, je dirais, et j'en avais besoin. À 25 ans, j'avais besoin de rencontrer une femme qui m'aime inconditionnellement et qui m'aide. Et je veux dire, c'est elle qui m'a aidée à le construire.
prochaine poussée, tu fais un pas, tu avances et moi je recule. Encore, continue, continue. Vas-y. Toutes ces femmes qui ont écrit, je veux dire, quelquefois ça me bouleverse. Je me sens habitée par toutes ces femmes, tout ce qu'elles ont vécu. Bon, c'est pas uniquement parce que je suis historienne et que ça m'intéresse en tant qu'historienne, mais parce que je suis touchée aussi par leur combat. Et donc tout ça, ça se transmet dans de la matière vivante, et puis ça devient de l'histoire, et puis ça devient une culture de femmes, tu vois. Et une révolte, et quelque chose de beau. Enfin, c'est... Puis après, ça se transmet à d'autres. Et puis, il y a des jeunes comme vous qui viennent me voir et puis qui vont recevoir ce que la génération d'avant n'a pas voulu recevoir, par exemple. Hein. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, avec Charlotte, moi, j'ai 37 ans de différence. Hein, c'est beaucoup. Hein. Donc, et là, vous, on n'a pas 37 ans de différence, mais... Hein, donc... Pas loin. Oui, on a 30 ans de différence. Hein. Donc moi, je pense que le principal, c'est d'être authentique et d'être sa propre vérité. Donc en fait, la transmission, elle se fait comme ça. Elle se fait dans l'attention à l'autre, mais à condition d'être en accord avec soi-même et dans sa vérité. Moi, je ne suis pas une universitaire. Hein. Ça ne m'intéresse pas, la carrière universitaire. Ce qui m'intéresse, c'est que mes livres soient porteurs de quelque chose et qu'ils soient lus et qu'ils apportent quelque chose à des personnes qui se posent des questions et qui vont pouvoir avancer un petit bout de chemin grâce à mes livres. De la même façon que moi, j'ai pu avancer grâce à des livres et grâce à des rencontres. Et voilà, je les ai reconnues, les éternelles, les puissantes, les bienveillantes, les féroces, les joyeuses. Elles seules savent se tenir sur leurs jambes. Elles seules ont le bassin ferme. Elles seules savent ce qu'est leur corps. Elles seules connaissent leur propre force. Elles seules ont transformé leur haine en énergie. Elle et nous en fait. C'est bien elle et c'est bien nous, en effet, nous, les déesses aux mains industrieuses, nous qui nous hâtons de multiplier les signes de notre existence partout. Là où tu étais, Vika, aujourd'hui je suis. Là où Déméter était avec Perséphone, nous sommes aujourd'hui. La guérilla. L'amour entre nous, c'est l'amour avec joie. Mais pour faire l'amour, il n'y a pas d'endroit. Partout il y a des hommes et partout on se bat. On prendra les usines, on prendra les jardins. On créera des fleurs avec nos petites mains. Et sur nos poitrines, on mettra du jasmin. Et on dansera en mangeant du raisin. On prendra les eaux, on ouvrira les cages. Les oiseaux et fini le ménage. On se balancera au cou des girafes. L'amour entre nous, aux hommes, la guérilla. On prendra le soleil, on le mettra dans le train. On aura les casquettes de mécaniciens. On ira en Chine dans le transsibérien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien. Et puis on s'en fout, tout ce qu'on fait est bien.
Ça y est. Ne rasons plus les murs, aimons-nous au grand jour, conquérons notre amour, préparons le futur. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Amis, prenons les armes contre l'ordre moral. Ne soyons plus rivales, aimons-nous entre femmes. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. À bas l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal, à bas l'ordre hétéro et l'ordre capitalo. Voilà.